J'avais déjà fait une petite vidéo sur le résultant au moment de l'exposition du problème 2020 et d'agrég externe 2020. Et je vais apporter quelques précisions pour ce résultat et surtout des applications, peut-être une autre façon de le voir. Alors, si je fais ça, c'est aussi parce que j'ai eu pas mal d'étudiants qui m'ont exprimé leurs craintes sur le résultat. C'est vrai que il n'est pas au programme de la grègue et à des moments, on est en train d'ouvrir une épreuve de maths gêné et là, il y a un espèce de déterminant qui prend la moitié de la feuille et il va falloir gérer ce déterminant. Ça fait peur à pas mal de gens et je vais essayer de le montrer d'une autre manière sans vraiment utiliser ce déterminant parce que ce déterminant est souvent assez inutile. Pas toujours, hein, mais souvent. Il faut bien voir quand même le contexte du résultant. C'est quelque chose, c'est un outil qui a débarqué au 19e siècle, à un moment où on avait l'impression que les déterminants étaient très très puissants, et bon, ce qui est vrai, hein, euh, et, et, euh, et qu'on avait envie de tout faire, tout tester avec les déterminants dans toutes les différentes, dans tous les différents domaines des mathématiques. Et bon, après, on s'est rendu compte que oui, ils pouvaient tout faire, mais que les tailles des matrices pouvaient devenir énormes. Et en fait, on l'a un petit peu abandonné. Il a eu un comeback quand la machine est arrivée et qu'on a commencé à voir la puissance du résultant dans la théorie de l'élimination. Voilà. Maintenant, le déterminant, bah, bon, maintenant il a retrouvé sa place. Il y a eu ensuite la cohomologie qui est arrivée, qui a quand même un petit peu remplacé le déterminant dans son ubiquité. Mais regardons un petit peu la question qu'on pouvait se poser à l'époque où le déterminant est arrivé. Puisque tu peux tout faire, est-ce que tu peux voir la condition P et Q premiers entre eux quand P et Q sont deux polynômes? Alors, bah, oui, le déterminant va pouvoir voir ça, et il suffit d'une petite application linéaire. Regardez, je prends P et Q de degré M et N, je prends phi PQ, l'application qui va de K de X, donc c'est les polynômes de degré inférieur à n-1, et là, les polynômes de degré inférieur ou égal, donc c'est ou égal, à m-1, et là, c'est les polynômes de degré inférieur ou égal à n plus m-1. Donc, je regarde l'application qui a UV donne PU plus QV. Finalement, c'est les combinaisons linéaires de P et Q que l'on peut faire avec des polynômes pas trop gros, en quelque sorte. Et ça fait penser à l'identité de Bezout, évidemment. Donc, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le théorème va dire que phi PQ est linéaire et que P et Q sont premiers entre eux si et seulement si c'est un isomorphisme. Donc, ce qui va vouloir dire qu'effectivement, un déterminant va pouvoir déterminer si P et Q sont premiers entre eux. La preuve. Alors, la preuve, elle est vraiment très simple. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut introduire facilement le déterminant dans une épreuve, même s'il n'est pas au programme. Parce qu'en deux coups de cuillère à peau, qu'il faut bien photographier d'ailleurs, on a les résultats, le résultat principal qui nous intéresse. Alors allons-y. Hein. Si phi PQ est iso, bah, il est surjectif, donc 1 est atteint. Dans ces polynômes, et puisque 1 est atteint, il existe U et V, deux polynômes tels que PU plus QV égale 1. Et on sait que ça, c'est l'identité de Bezout, et que P et Q sont premiers entre eux, puisqu'un diviseur commun de P et de Q diviserait 1. Voilà. Donc ce serait une unité. Maintenant, réciproquement, on va supposer que P et Q sont premiers entre eux. Alors maintenant, je vais regarder le noyau de cette application. J'ai peut-être oublié de dire qu'elle est linéaire, mais ça c'est vraiment une évidence. Maintenant,
PU plus QV, je vais regarder son noyau, hein, donc PU plus QV égale 0. Bon, à quelles conditions c'est vrai? Eh bien, si on a ça, alors P, ben, forcément, qui divise 0, ben, il va diviser ça, donc comme il divise lui, il va diviser QV, mais comme il est premier avec Q, ben, P divise V, d'accord? Et comme P divise V et que V est de degré strictement plus petit que le degré de P, eh bien V n'a pas d'autre choix que d'être nul. Et donc comme V est égal à 0, ben, U est égal à 0 aussi. Et donc ça veut dire que le noyau est nul. Mais le noyau est nul, c'est facile de voir que les dimensions sont les mêmes. Là, on ajoute là, ici, ça c'est de dimension n, ça c'est de dimension m. Donc l'espace produit est de dimension n plus m, d'accord? Et ici, on a comme dimension aussi n plus m. Okay. Donc on a la même dimension à gauche et à droite, donc l'injectivité implique la surjectivité, implique l'isomorphisme. De toute façon, si on n'avait pas les mêmes dimensions, ce théorème, l'énoncé aurait été caduc. Voilà. Voilà, donc c'est terminé. Hein, vous voyez que la définition est vite faite. On n'a pas besoin de le dire autrement pour l'instant. Le résultant, c'est le déterminant. Alors, le résultant de P et Q, c'est le déterminant de la matrice de phi PQ. Alors maintenant, dans une base qui reste à déterminer. Alors là, maintenant, il y a un choix, d'autant plus que ça, c'est pas un endomorphisme. Donc, on a un choix de base ici et un choix de base là. Donc, pour fixer ce que sera le résultant, il reste encore à faire un petit choix de base. Bon, mais là, maintenant, on voit que ça tient de la convention, d'autant plus qu'il y a des bases canoniques, donc il suffit de faire un choix ici qui soit, hein, d'accord, on a une base canonique ici, une base canonique ici, donc une base canonique ici, et ici une base canonique. Alors les bases canoniques, on va dire qu'elles sont à permutation près, donc il suffit de faire un choix de permutation pour obtenir une bonne définition du résultat. Voilà, on va faire ce choix de base. Le choix de base, il est vite fait. On va prendre la base canonique ici, mais inversée, que l'on complète par 0, puis la base canonique d'ici, mais aussi inversée, que l'on complète par 0 là. Donc ça va nous faire une base ici. Et puis ensuite, on va regarder, on va mettre ici la base canonique de lui, mais aussi inversée. Donc là, ce que j'appelle inversé, c'est qu'on commence par x puissance n-1 et 0, puisque ce sont des couples ici, d'accord. Et maintenant, on va continuer, x puissance n-2, 0, jusqu'à 1, 0. Et ensuite, on va prendre 0, xm-1 jusqu'à 0, 1. Et on va l'écrire dans la base, ici, où on part de x puissance n plus m-1, et on va jusqu'à 1. Donc maintenant, quand on va prendre l'image de lui, ben c'est simplement p fois x puissance n-1, et quand on va l'écrire dans cette base, eh ben, si je prends pour p ici ce polynôme, amxm jusqu'à a0, attention, am est différent de 0, ça c'est fondamental, hein, parce que c'est ça qui nous a permis de montrer l'injectivité, hein, dans le théorème, et Bn évidemment aussi est différent de 0. Donc, quand on va prendre l'image de xn-1, on multiplie p par xn-1, d'accord? Parce que là, il y a 0, c'est p fois u, donc p fois xn-1. Et là, donc, on voit bien apparaître ces éléments-là. Mais quand on multiplie par xn-2, bah, c'est la même chose, mais décalé, d'accord, etc., etc. Et on arrive jusque-là, d'accord? Là, c'est vraiment juste 1, 0, donc c'est le polynôme p, d'accord, qu'on écrit là, ici, si vous voulez. Ici, c'est x puissance m, d'accord, qui est ici. Voilà. Maintenant, on repart de lui, et là, c'est exactement pareil. On va avoir xm-1, donc il faut faire q fois xm-1, et q étant défini comme ceci, bah, ça va s'écrire comme ça. Et puis ensuite, on descend exactement pareil, d'accord? Et ça nous fait une matrice
de taille carrée, hein, de taille n plus m là, n plus m là, et voilà, c'est la convention du déterminant. À la limite, on aurait pu tomber sur... on aurait pu permuter les bases canoniques ici et permuter les bases canoniques ici, mais comme des matrices de permutation sont de déterminants plus ou moins 1, hein, c'est la signature, eh bien, on aurait eu un résultant au signe près. Donc, au signe près, il n'y a pas tellement d'ambiguïté, mais le résultant en lui-même, ça va être le déterminant de cette matrice, et c'est une convention, hein, on peut le voir comme une convention de signe. Voilà. Bon, ben, comme exemple hein, d'utilisation, pour vous montrer quand même que c'est assez pratique, prenons un polynôme et on veut regarder si P et P' sont premiers entre eux. Donc ça veut dire, en gros, que P, est-ce qu'il a des racines multiples? Quitte à regarder ça dans une clôture algébrique, hein, évidemment. Alors, en fait, on va regarder le résultant de P et de P'. C'est lui qui va nous dire, donc finalement, s'il y a des racines multiples. Le résultant a des conventions, le discriminant aussi a ses conventions, et des fois il y a des petits conflits de conventions, ce qui fait que cette égalité, que le discriminant c'est le résultant de P et P', doit être pris au signe près, hein, d'accord voilà, parce que bon, les conventions ne vont créer que des changements de signe, en fait, d'après ce qu'on a vu. Alors, ici, on prend pour P le fameux polynôme x3 plus px plus q. Je vous laisse faire ax2 plus bx plus c. Hein, et on a delta de P. C'est très agréable à écrire. Hein, ça va être une matrice, donc ici c'est degré 3, ça c'est degré 2. Donc ça fait une matrice de degré 5. Et on écrit, ben voilà, 1, 0, pq. On descend jusqu'à ce qu'on soit arrivé en bas. Et après on prend la dérivée, 3x2 plus P, donc on l'écrit et on descend jusqu'à ce qu'on soit arrivé tout en bas. Donc c'est très agréable à écrire. Et maintenant, voilà, je vais faire, pour le calculer, ce déterminant, je vais faire cette colonne moins 3 fois cette colonne. Donc ce qui va faire qu'on aura un 0 ici et je peux me ramener à un déterminant 4, 4. Et donc je tombe là-dessus, d'accord? Ici j'ai moins 2P, moins 3Q, voilà. Bon, maintenant je fais C3 moins, encore, je fais cette colonne moins 3 fois cette colonne, ce qui va faire que je vais pouvoir me ramener, comme je vais avoir juste un 1 et que des 0 ici, je vais me ramener à un déterminant comme ceci. Donc ça va faire ici toujours mon moins 2P, moins 3Q, 0, et là quand je fais ça moins 3 fois ça, je vais avoir 0, moins 2P, moins 3Q, et là je recopie. Voilà. Et là, bon, c'est le moment de faire un déterminant de Sarus, parce que là, on va avoir 4p cube, d'accord? Là, 0. Là, 27q2. Et puis, là, ici, on tombe toujours sur un 0, hein, d'accord? Donc, c'est 0, l'autre partie du déterminant de Sarus. Et on tombe sur un discriminant qui est égal à 4p cube plus 27q2, au signe près, attention. Et il faut bien voir que c'est en calculant ça qu'on va savoir si P a ou non des racines multiples. Alors là, on va aller un petit peu plus loin parce que pour l'instant, on n'a pas encore vu l'immense étendue du résultant. Et en fait, l'immense étendue du résultant, ce qui va faire, qui va pouvoir s'ingérer dans des problèmes de type arithmétique, des problèmes de type géométrie algébrique, etc., comme on va le voir, la raison de cette ubiquité, c'est cette propriété fonctorielle du résultant. Et c'est ça qu'on va voir là maintenant. Alors, propriété fonctorielle. On va prendre maintenant P et Q dans A de X. Maintenant, on a pris un anneau. On a envie qu'il soit factoriel. Pour l'instant, c'est juste un anneau. Hein, on n'a rien besoin d'autre. On a envie qu'il soit factoriel pour que les problèmes de Bezout, de PGCD, etc. aient un sens. Mais pour l'instant, on peut prendre juste un anneau. Et on remarque que puisque P et Q sont un coefficient dans un anneau, et que le résultant de P et Q, c'est tout simplement le déterminant d'une matrice construite à partir des coefficients de P et de Q, et un déterminant, c'est juste des sommes et des produits, donc on reste dans l'anneau. Donc le résultant, remarquez qu'il est dans l'anneau.
il n'est pas dans A de x, on a fait disparaître x, ça va être important, on a fait disparaître x, mais on est dans A. Voilà. Soit B maintenant, un autre anneau, d'accord? Et on va prendre pi, un morphisme d'anneau entre A et B. Alors, alors comme d'habitude, je prolonge pi en un pi tilde, que j'aurais pu appeler pi aussi, qui va des polynômes sur A vers les polynômes sur B, qui a la somme de AI xi associe somme de pi de AI xi. Bon, c'est-à-dire que bon, voilà, je prolonge sans peine, et d'après la définition de l'addition et de la multiplication sur les anneaux de polynômes, c'est bien encore un morphisme d'anneaux, ça on a l'habitude de ça. Eh bien, la propriété fonctorielle, hein, on va dire, du résultant, c'est que ce R de PQ, ben, il appartient à A, donc je peux lui appliquer pi pour me retrouver dans B, mais je peux aussi le comparer à R de pi tilde de P, pi tilde de Q, puisque ça c'est dans B de X, donc ça c'est dans B, et effectivement, étant donné que ça c'est un déterminant, que c'est le déterminant d'une matrice, que pi du déterminant, c'est le déterminant de pi de AIJ, d'accord? Pourquoi? Parce que le déterminant, c'est juste des sommes et des produits, donc ça commute avec pi. Donc ça, vous allez vous en convaincre très facilement. Eh bien, on a cette formule, d'accord? Voilà, qui est une propriété fonctorielle, et c'est ça qui va en fait faire bouger le résultant dans divers domaines. Et je vais tout de suite commencer par un exemple en arithmétique. Hein. Donc vous allez prendre P et Q dans Z de X. On suppose que P et Q sont premiers entre eux. D'accord? Et maintenant je prends un nombre premier petit p et je regarde la réduction des polynômes P et Q modulo petit p. D'accord? Donc ça veut dire que à chaque coefficient de P, je vais prendre sa réduction modulo petit p, hein, pareil pour Q, et je vais regarder ça comme un polynôme ici, donc on va de z de x dans z sur p z de x. D'accord? Voilà. Eh bien, est-ce que, bon, on peut se demander, est-ce que ces réductions sont encore premières entre elles, hein? Donc c'est les polynômes qu'on obtient, est-ce qu'ils sont encore premiers entre eux? Bon, eh bien, oui et non. Oui, mais sauf pour un nombre fini de premiers. Voilà. Alors comment ça se montre? Ben, on va utiliser le résultant. Si on veut savoir s'ils sont premiers entre eux, il faut regarder le résultant de ça, bien sûr. Mais ce résultant, c'est le résultant de PQ, le tout bar. Alors ce que j'ai appelé pi et pi tilde, donc ça c'est pi tilde, d'accord? C'est la réduction coefficient par coefficient des polynômes, modulo P, et ça c'est la réduction, tout simplement modulo P, d'accord? D'un élément de Z, puisque ce résultant est dans Z. Eh bien, on veut savoir si ce résultant est nul ou pas, d'accord? Puisque on voulait avoir un isomorphisme. On a un isomorphisme si le résultat est non nul. Donc on veut regarder quand est-ce que c'est nul. Et là, eh ben, c'est si et seulement si. Alors, on sait que sa barre, c'est égal à 0. On va dire, on va mettre une barre dessus. Hein. Si et seulement si, petit p divise le résultant. D'accord? Donc P divise le résultant, oui, mais comme le résultant est non nul, d'accord, puisque on a supposé ceci, donc le résultant au départ est non nul, ce qui fait que P divise le résultant de P et Q uniquement pour un nombre fini de premiers, c'est les nombres premiers qui sont dans la décomposition de résultant de PQ. Par exemple, un truc très simple, vous prenez les polynômes sur Z, x-1 et x plus 1, ils sont premiers entre eux, puisqu'ils sont de degré 1 et unitaires et distincts. Voilà, ils sont premiers entre eux, sur Z, d'accord? Mais maintenant, vous voyez bien que modulo 2, ils ne vont plus être premiers entre eux, puisqu'ils vont être égaux.
modulo 2. D'accord? Bah oui, bah ça, le résultant, on le voit, hein, d'accord? On calcule le résultant, ça fait le résultant de lui et de lui, ça fait 1 moins 1, je l'écris ici, ça s'arrête là, puisqu'on est arrivé en bas, et 1, 1, d'accord? Voilà. Et on fait le déterminant, on tombe sur 2, et ben on voit bien qu'ils sont premiers entre eux parce que 2 est différent de 0, mais que modulo P, bah, c'est non nul si P est différent de 2, et c'est nul si P égale 2. Voilà, donc c'est un petit exemple comme ceci qu'on peut voir. Donc, voilà l'idée. Hein. On va pouvoir trimballer, hein, on veut savoir si ce résultant est non nul, d'accord? Et on va pouvoir trimballer cette non-nullité, en quelque sorte, dans d'autres anneaux. Et ça, vous allez voir, ça va être pratique, et déjà, ça commence à porter ses fruits. Voilà, donc puisqu'on peut aller partout, on va déjà en théorie des nombres. Voilà un petit exercice. Trouver un polynôme de z de x unitaire, hein, de préférence, qui annule racine cubique de 2 plus racine carrée de 3. Voilà, hein, racine cubique de 2 et racine carrée de 3. Et on voudrait qu'il soit unitaire. Voilà. Bon, alors c'est faisable, hein, je ne dis pas à la main, mais on bidouille, d'accord? Vous pouvez le faire, hein, vous allez bidouiller. Ben, là, le résultat vous le donne directement. Déjà, on va trouver un polynôme qui annule 8, qui est unitaire, c'est x3 moins 2, et il est dans z de x, et lui, ben, qui est unitaire, ben, x2 moins 3. Et maintenant, je vais regarder, alors attention, attention, grosse astuce, on regarde les deux polynômes suivants, p de la variable x et q de y moins x. Et on les voit comme des polynômes à coefficient à indéterminé x et à coefficient dans z de y. Et z de y, ça va être notre a, d'accord, dont on avait parlé, notre anneau a, qui est d'ailleurs factoriel, hein, et dont on avait parlé tout à l'heure. Donc ici, regardons-les en face. Hein. Ici, on va avoir x cube moins 2. D'accord, bien sûr, ça changerait. C'est bien dans z de x, donc c'est dans a de x, hein, puisque z est inclus là-dedans. Et lui, bon, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Ici, il faut développer. Ça fait y moins x au carré moins 3. Donc y moins x au carré, ben, je réordonne. Ça fait x2 moins 2yx plus y2, et j'abaisse le moins 3 ici. D'accord, et on va voir ça comme un polynôme à coefficient dans A. Donc regardez bien ce qui se passe. x3 moins 2, quand je vais regarder le résultant de ces deux polynômes, ici je vais avoir 1, 0, 0, moins 2, 0, 0, 1, 0, 0, moins 2, ça y est, je suis arrivé tout en bas. Là, 1, moins 2y, attention, parce qu'on est à coefficient y, moins 2y, y de moins 3, 0, 0, et là j'abaisse. Voilà. C'est un polynôme dans z de y, pardon, et on n'a pas de mal à se convaincre qui va être de degré 6, d'accord, oui, 3 fois 2, hein, 6, et qui va être unitaire, d'accord, donc vous en convainquez rapidement. Maintenant, j'affirme qu'il annule, hein, bon, il est bien dans z de, bon, alors là c'était z de y, et oui, unitaire, et maintenant il faut montrer qu'il annule cet objet-là, hein, d'accord? Alors, bah oui, alors si le résultant, on va se servir de la propriété fonctorielle, hein, du résultant. Vous avez r de y égale 0, bah, c'est l'évaluation en grand Y égale petit y de R, d'accord, voilà, de RY, voilà. Bon, ok, pour l'instant j'ai rien fait, mais l'évaluation c'est un morphisme. C'est un morphisme de quoi dans quoi? Bah, de Z de Y et dans C, par exemple, là, d'accord. On prend carrément, l'histoire de ne pas s'embêter. Alors, ici, ça fait 0. Donc maintenant, ça, on a vu que comme c'est un morphisme, il commutait avec le résultant.
Donc là pour l'instant, j'écris f y de r de p q de y moins x. P c'est à comprendre p de x. Et ici, je commute. Donc je commute. L'évaluation en y ici, c'est inoffensif puisque p ne dépend que de la variable x. Et ici, ben, le grand y est devenu petit y. Donc ça y est, maintenant, on est passé dans C, hein, ici, et on veut avoir 0. Mais à quelles conditions on a 0? Bah, si et seulement si les polynômes P de grand X et Q de petit y moins grand X ont une racine en commun. Ça, c'est si et seulement si ils ne sont pas premiers entre eux, donc forcément, dans un corps algébriquement clos, ils ont une racine en commun. Et là maintenant, montrons que y égale racine cubique de 2 plus racine carrée de 3 ont une racine en commun. Ben, évidemment, cette racine, c'est racine cubique de 2, puisque racine cubique de 2 annule p par définition, et racine cubique de 2, maintenant que y est égal à ça, il y a élimination quand on fait petit y moins grand x, ça fait ceci moins racine cubique de 2, on soustrait, il reste racine carrée de 3, et racine carrée de 3 annule q. Donc ils ont bien une racine en commun, donc le résultat s'annule bien, donc très bien. D'accord? On a trouvé ce polynôme s'annule là. Ben oui, on a fait ça, mais on aurait pu faire bien d'autres choses en somme. Par exemple, l'ensemble des entiers algébriques est un anneau. Qu'est-ce que c'est que un entier algébrique? C'est on va dire un nombre complexe, hein, pour nous, qui est racine d'un polynôme unitaire à coefficient dans Z. Et bien, quand on ajoute deux entiers algébriques, et ben, ça veut dire que lui va être annulé par un P, lui va être annulé par un Q. On forme le résultant de P et de Q de Y moins X. D'accord? Et ben, vous avez vu que le résultant faisait qu'on éliminait X, d'accord? Et on tombait sur un élément de Z de Y, et c'est lui, notre polynôme, qui va annuler la somme des deux. Maintenant, vous pouvez dire, qu'est-ce qui va se passer? Je montre que c'est un anneau, donc pour l'instant j'ai montré que c'était stable par la somme, parce que le polynôme est unitaire, hein, bien sûr, bon, ça se généralise assez facilement. Maintenant, il faut le produit aussi. Et bien, tout simplement, si on voulait le produit, ici, si je change en produit, et bien ici j'ai envie de dire c'est pareil, je vais prendre P de X et Q de Y, mais sur X, pour pouvoir avoir la même élimination. Le problème, c'est que ça, c'est pas un polynôme, mais c'est pas difficile de multiplier par une certaine puissance de x. Ben ici, je vais prendre le degré de q, j'appelle n le degré de q, et je multiplie par x puissance n pour obtenir un polynôme. Et le résultant de ces deux polynômes-là va me donner un polynôme qui est unitaire et qui annule ce produit. Voilà. Et donc, l'ensemble des entiers algébriques est un anneau, ce qui est quelque chose de fondamental en théorie des lignes. Donc, maintenant, passons aux coniques, hein, au programme, évidemment. Donc, on a deux coniques que vous allez reconnaître facilement. Conehead. The name is Conehead. We come from France. Là, c'est plutôt une hyperbole. Ça, c'est une ellipse. Hein, calculer la signature, hein, ici et ici. Bon, ici, on voit la signature tout de suite, c'est 2 0. Ici, on voit que c'est 1, 1, la signature. Donc ici, une hyperbole et une ellipse. Et on veut en prendre l'intersection. D'accord? Voilà. Normal. Alors, ben, évidemment, hein, soit on bidouille, c'est-à-dire qu'on essaie de se débrouiller à faire de l'élimination, et puis voilà. Soit alors, on applique directement le résultat. Et c'est beaucoup plus propre. Après, bien sûr, le résultant nous amène à un calcul de déterminant où il va nous falloir une machine. Mais au moins, c'est propre. Hein. Donc, regardons pourquoi le résultant vient nous aider ici. Parce qu'on va considérer ce polynôme-là, d'accord? Vous n'avez pas de mal à voir qu'il faut considérer ce polynôme qu'on va voir dans R de y de x, c'est-à-dire un déterminant x à coefficient dans R de y. Bon, j'aurais pu faire l'inverse, évidemment. Et cet autre polynôme. D'accord? Alors maintenant,
qu'est-ce qu'on fait? On cherche un petit y, d'accord, dans R, hein, tel que ces deux polynômes, mais ces deux polynômes sont en x, possèdent une racine commune petit x. Grand x égale petit x. D'accord? Ici. Voilà. C'est comme ça qu'on stratifie. Hein, on cherche d'abord petit y et ensuite on cherchera petit x. Mais pour l'instant, on dit que on cherche petit y et on veut que ces deux polynômes aient une racine commune. Mais dire qu'ils ont une racine commune, maintenant qu'on a une indéterminée, ben ça revient à dire que le résultant de ces deux polynômes, alors ici j'ai bien petit y, hein, j'assume, d'accord, est égal à 0. D'accord. Et d'après les propriétés fonctorielles du résultant, ça revient à annuler le résultant des deux polynômes ici dont j'étais parti. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'évaluation en grand Y égale petit y de ce polynôme. Ça, c'est pareil, l'évaluation en grand Y égale petit y de ce polynôme. Et le résultant de l'évaluation c'est un morphisme, c'est le morphisme du résultant. Donc, on veut annuler, on veut les petits y qui annulent ce résultant-là. Ce résultant-là, ben, c'est facile à calculer, donc ici, je vous l'ai mis, 1 moins 3y, y2 moins 1, 0, 0, 1, moins 3y, y2 moins 1, et là, 2, 0, 3y2 moins 2, et puis là je descends, c'est un déterminant 4, 4, on tombe sur un polynôme de R de y, et ben, au lieu de bidouiller pour éliminer x, on l'a directement éliminé ici avec un résultat. Hein, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, faut calculer ce truc-là, je ne vais pas le faire, trouver petit y s'il existe réel qui annule, ben, il en existe des complexes mais des réels c'est pas évident, qui annule ici ce résultant. Et maintenant, avec ce petit y, résoudre, ou les petits y qu'on a obtenus, ben, résoudre cette équation-là. Voilà. Ce qu'on a fait sur les coniques, on va le faire plus généralement. On veut résoudre par exemple le système P de xy égale 0, Q de xy égale 0 sur un corps K, où P et Q sont des polynômes à deux indéterminés sur K. D'accord? Donc, on veut éliminer x par exemple et n'obtenir à partir de combinaisons de ces deux équations ben, une seule équation mais en juste y. Donc on commence à voir que c'est le résultant qui nous le donne. Effectivement, d'après ce qu'on a vu, ce qu'on a fait sur les coniques marche complètement sur des systèmes algébriques comme ça, et on va avoir que le résultant de y, donc vu, ça veut dire que le fait de mettre y ici, ça veut dire que je regarde P et Q comme des polynômes en x, mais à coefficient dans K de y. Et ce qui fait que ici, j'ai un résultant qui appartient à K de y. Alors là maintenant, il suffit d'annuler ce résultant pour obtenir les y possibles, et ensuite, une fois qu'on a les y possibles, on calcule les x possibles. D'accord? Voilà. Donc d'un quel est ce qu'il y a derrière cette histoire-là? Et j'aimerais bien le connecter aux travaux d'un grand géomètre algébrique qui s'appelle Bezout. Regardez, vous avez le résultant en fait de PQ, il appartient à... Alors, on va supposer que P et Q sont dans A de X. A, c'est un anneau. D'accord? Voilà. Hein, donc, ici, par exemple, A, ça va être K de Y. D'accord? Et bien, qu'est-ce qui se passe? Le résultant de PQ, il appartient à l'idéal engendré par P et Q dans A de X. Qu'est-ce que c'est cet idéal, hein, je vous rappelle, c'est le plus petit idéal de A de X qui contient P et Q, c'est-à-dire, comme on est en commutatif, c'est PU plus QV avec UV parcourant A de X. D'accord? Voilà. D'accord? Donc c'est les PU plus QV. Donc on commence à voir arriver Bezout. D'accord? Vous voyez? Et là,
le résultant de PQ appartient à ça, on va le démontrer, et on sait qu'il appartient à A. Voilà, vous avez compris? C'est là où je vais un petit peu insister. Vulgairement, on bidouille. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on faisait avant le résultat? Avant le résultat, eh ben, on va dire, on a un polynôme P, un polynôme Q, eh ben, on essaye d'éliminer en faisant des combinaisons linéaires, d'accord? On multiplie par tout ce qu'on peut, là ici et là ici, on simplifie, on a des combinaisons linéaires, et on essaye d'éliminer X. Vous avez déjà fait ça, tout le monde a fait ça dans une équation, s'il a fait un petit peu des mathématiques. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on cherche des éléments dans l'idéal, donc j'essaye de définir le mot bidouiller. Ben, on cherche un élément dans l'idéal engendré par P et Q. Donc là, c'est nous en train de bidouiller, hein. Ça c'est nous en train de faire des petites combinaisons linéaires de P et Q pour obtenir un élément de A, c'est-à-dire pour éliminer X. En fait, le mot-clé de cette histoire de résolution à plusieurs indéterminés, c'est l'élimination. Qu'est-ce qu'on fait? On le dit tout de suite ou on boit café d'abord? Et c'est le résultant qui nous donne cette élimination. Le résultant nous donne un élément bidouillé, c'est-à-dire un élément qui est dans l'idéal engendré par P et Q, mais où on a éliminé la variable X. Alors, il est clair qu'on a éliminé la variable X, ça appartient à A, on l'a vu plusieurs fois, mais le fait que ce soit dans P et Q, et bien là, j'avais envie de dire, on ne se sert pas de ça, mais là on va s'en servir, c'est quand même assez pratique de s'en servir. Je vais vous montrer que le résultant, il appartient bien à ça. Donc je fais le calcul, ici, tac, 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 d'accord? Donc ça c'est ma matrice, donc je cherche le déterminant pour obtenir le résultant. Et là je vais faire une combinaison des lignes. Alors je vais remplacer la dernière ligne par la dernière ligne plus x fois l'avant-dernière ligne, plus x deux fois l'avant-avant-dernière ligne, etc., jusqu'à x puissance n plus m moins 1 fois la première ligne. Et là, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir ici, toujours des éléments. Bon, on a toujours les mêmes éléments, en fait, on est dans A. Hein. Ok? Et ici, donc ça c'est ma matrice, ça c'est ma matrice carrée, on ne dirait pas, mais c'est ma matrice carrée. Et ici, qu'est-ce qu'on va obtenir sur la dernière ligne, qui est la seule qui a changé? On va obtenir x puissance m-1 p, on va retrouver p, mais à un facteur près. Hein. Ici, vous voyez bien que c'est au facteur xm-1. xm-2p, oui, puisqu'on a baissé, jusqu'à p. Et ensuite, ici, xn-1q jusqu'à q. Maintenant, prenons ce déterminant, puisque c'est le résultant de P et Q. Et il n'a pas changé, le déterminant, lui, n'a pas changé. La matrice a changé, mais le déterminant, non. Et on développe le déterminant par rapport à la dernière ligne. Vous allez voir qu'on est bien, on a bien un déterminant qui est sous la forme PU plus VQV. D'accord? Puisque la dernière ligne est bien sous cette forme et que le reste, c'est des éléments de A. Donc, on est bien dans ce cas de figure. Donc, on a montré que le résultant, c'était en fait la base de ce qu'on appelait avant bidouiller et que maintenant, ça devient le maître de la théorie de l'élimination. Donc, par récurrence, quand on a plusieurs variables, le résultant va nous permettre d'éliminer variable par variable. Et voilà comment on élimine une variable, la variable x. Voilà. Allez, on fait les soldes, là, on finit avec le résultant. Vous allez voir, il y a encore des pépitos. Regardez, ici, j'ai pris une courbe rationnelle, c'est-à-dire que ici, je prends une fraction rationnelle en t, une autre fraction rationnelle en t, et je regarde la courbe d'équation f de t, g de t, où f et g sont deux fractions rationnelles. On peut imaginer qu'on est sur R. Vous la reconnaissez, celle-ci, c'est la paramétrisation rationnelle du cercle, d'accord, qu'on obtient géométriquement à partir de la tangente de l'arc moitié. Bon,
Eh bien, on veut, et c'est très général, on veut, à partir d'une courbe comme ceci, qui est paramétrée, obtenir son équation cartésienne. Équation cartésienne, ça veut dire éliminer t, d'accord? Et regarder quelles sont les relations entre x et y pour que t existe. Bon, alors encore une fois, je ne vais pas répéter tout le raisonnement, mais on fait un résultat, sauf que on va regarder ça comme polynôme en t à coefficient dans l'anneau des polynômes en xy. D'accord? Alors on est sur R, mais on peut être aussi sur K, hein, quelconque. Voilà. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais on a ici, on a divisé par 1 plus T2, effectivement, il y a un petit problème. Bien. Eh bien, donc, vous avez l'habitude, il faut regarder le résultant de ce polynôme et de ce polynôme-là. C'est-à-dire ce résultant-là, d'accord? Et au miracle, quand on calcule ça, je vous laisse regarder, eh bien, vous faites le calcul et vous obtenez ceci, 4x2 plus 4y2 moins 4, égale 0. Voilà l'équation cartésienne que l'on obtient. Alors, ça veut dire que c'est x2 plus y2 égale 1, donc notre bon vieux cercle trigonométrique, mais il y a ce 4. Ce 4 qui veut dire qu'en caractéristique 2, en fait, il y aura un problème. Donc, vous voyez qu'en plus, le résultant va nous détecter des problèmes selon la caractéristique. C'est assez sympa. Voilà. Et donc, vous pouvez faire ça c'est toujours la théorie de l'élimination. Vous partez d'une courbe ou même d'une variété paramétrée et vous obtenez à la fin une équation cartésienne grâce au résultant, même si le résultant est quelque chose d'énorme, d'encombrant. Je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. Mais il est efficace. Il permet, en tout cas en théorie, de faire des choses et avec de l'informatique, avec des logiciels, faire aussi obtenir des résultats très concrets. Je termine en beauté avec ceci. Là maintenant, donc là on était encore en géométrie algébrique, là on va être en géométrie différentielle. Et regardez cette application qui a AB de polynômes associe le produit AB. Regardez, ici je regarde des polynômes unitaires c'est important, de degré n. Et là, unitaire, de degré m. Donc, c'est des espaces affines de dimension n et m respectivement. Et quand on le multiplie, ça fait un polynôme unitaire de degré n plus m. Et maintenant, je me pose la question, c'est facile de multiplier, mais c'est difficile de factoriser. Est-ce qu'on peut trouver un chemin inverse? Est-ce qu'on peut factoriser? Bon. La factorisation, c'est quand même quelque chose d'important, surtout quand on sait que dans ce sens-là, c'est extrêmement facile, et dans ce sens-là, c'est très difficile. Mais là, pour ce problème-là, eh ben, on est sur R, on a le théorème d'inversion locale, qui nous dit que, étant donné qu'on a les mêmes dimensions, ici, on va pouvoir calculer un jacobien, et si on calcule le jacobien, il va nous dire quand est-ce qu'on a une possibilité d'inverser localement, donc de factoriser localement. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que la différentielle de ça? J'affirme que c'est AV plus BU. Donc la différentielle de phi au point AB, en UV, U est là, V est là, c'est AV plus BU. Pourquoi? Parce que quand on voit ça comme des accroissements, hein, A plus U, on accroît de U, et ici on accroît de V, et on développe, ça fait AB, bon, normal, le terme en degré 0, AV plus BU, bon, normal, terme en degré 1, UV, terme en degré 2. D'accord? Dans notre décomposition de Taylor, par unicité, c'est lui qui va être la différentielle. Donc on a bien ça. Mais vous avez remarqué, donc quand on va prendre le déterminant de cette application-là, mais oui, vous la reconnaissez, c'est le résultant de AB, ou le résultant de BA. Hein. De toute façon, oui, parce que là, on a peut-être inversé VU, donc au signe près, hein, c'est le résultant de AB. Voilà, c'est magnifique. Donc on a fait le lien entre un objet qui vient de la géométrie différentielle et un objet qui vient plutôt de l'arithmétique. Hein, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si A
et B sont premiers entre eux. Ce résultant, ben, on a vu, il était non nul, puisqu'on avait un isomorphisme. Donc, le déterminant, ici, il est non nul. Donc, le jacobien est non nul. Et comme le jacobien est non nul, on a un théorème d'inversion locale qui nous dit qu'on peut factoriser. C'est-à-dire qu'on a, dans un voisinage de A, il existe un voisinage de A ici, un voisinage de B ici, et un voisinage de AB ici, dans lequel la multiplication est un difféo. D'accord ? Donc, on peut factoriser. Essayez de vérifier, hein, autour de x2, donc on va prendre x fois x, d'accord, on ne peut pas forcément factoriser sur R, hein, d'accord, vous allez prendre plus epsilon, localement, vous ne pouvez pas factoriser. D'accord. Et par contre, si vous êtes moins epsilon, alors vous factorisez, mais de deux manières. Soit x moins racine de epsilon, x plus racine de epsilon, soit l'inverse. Donc vous voyez qu'il y a des difficultés dès que on a deux polynômes qui ne sont pas premiers entre eux. Voilà.